Le diable de Sheffield. 16 mai 1893. Wilbur Barnett sourit en se regardant dans le miroir cassé de la masure qu'il habite dans les faubourgs industriels de Sheffield, en Angleterre. Oui, il est parfait. Il va pouvoir passer à l'action. Le diable de Sheffield va sortir de sa tanière. Wilbur Barnett a juste 20 ans. Et il connaît déjà presque tout de la vie. Dans cet univers à la Dickens que constituent les banlieues ouvrières de Sheffield. Quelques années à l'école, 6 mois à la mine. Le temps de voir l'horreur de cette vie d'enfer et puis, après, c'est la rue. L'errance. Wilbur Barnett ne sera jamais mineur. Il sera voleur. Mais pas un voleur comme les autres. Pour ne pas se faire reconnaître, il a imaginé de se barbouiller le visage au cirage noir. Et cette idée, apparemment anodine, a produit des résultats spectaculaires. Jusqu'ici, il n'a accompli que de petits larcins, mais quelques témoins l'ont vu. Ils ont été frappés par son aspect effrayant, et ils en ont fait des descriptions effarées à la police. À tel point que l'opinion publique a fini par s'émouvoir. La presse à sensation s'est emparée de l'affaire et a trouvé un surnom à ce voleur d'un nouveau style. Le diable de Sheffield. À vrai dire, Wilbur Barnett a une raison de se maquiller ainsi. Lorsqu'il n'est pas couvert de cirage noir, son visage est peut-être plus effrayant encore. Un nez pâté, presque écrasé, des yeux globuleux, des lèvres épaisses. Alors, quitte à faire peur, autant que ce soit sous un masque, c'est moins dangereux et plus satisfaisant pour son amour-propre. La nuit est tombée. Wilbur Barnett opère toujours la nuit. Rasant les murs, courant se réfugier dans l'embrasure d'une porte à l'entrée d'un passant, à l'arrivée d'un passant, il progresse rapidement vers son objectif, la boutique d'un fripier. Au cours d'une de ses reconnaissances dans le quartier, il a remarqué que la porte de l'arrière-boutique ne fermait pas. Il n'espère pas retirer de son équipée nocturne autre chose que des hardes, mais ce sera toujours ça, et ça fera toujours quelques petites pièces. Le jeune homme s'avance sans être vu. Sa connaissance parfaite du quartier lui permet de ne pas être repéré. Il sait se glisser au moment voulu dans une cour sombre, traverser des terrains vagues. Le vol lui-même se fait sans difficulté. Le malfaiteur à la figure noire fait main basse sur quelques petites choses qu'il trouve dans la boutique. Des robes, quelques dentelles. Il est sur le point de partir quand un bruit mélodieux retentit derrière lui. Affolé, il se retourne et revient vite de sa frayeur. C'est simplement une horloge coucou dans le meilleur style suisse qui vient de sonner 1 heure. Un geste rapide et hop, le coucou vient rejoindre son butin dans le gros sac de toile qu'il a emporté. Son sac sur l'épaule, Wilbur Barnett refait rapidement le chemin en sens inverse. Il doit aborder maintenant une petite place, la seule partie dangereuse de son parcours, car il y a quelques dizaines de mètres à faire à découvert. Il regarde à droite, à gauche. Il fait nuit noire. Il se lance. Soudain, un cri retentit. « Où allez-vous comme cela, l'ami ? Arrêtez-vous » Barnett se retourne. Des policiers. Il se met à courir. Derrière, ils sont 2 et il gagne sur lui. Son sac ralentit sa course, mais il ne veut pas se débarrasser de son butin. Alors, le diable de Sheffield s'arrête. Calmement, il sort un revolver de sa poche. Le seul butin de quelque valeur qu'il ait jamais fait. Il l'a trouvé dans le tiroir-caisse d'un boulanger. Les 2 policiers, qui ne sont pas armés, viennent de comprendre le danger. Ils s'arrêtent à quelques mètres de lui. Posément, Wilbur Barnett vise celui qui est le plus proche et fait feu à 2 fois. L'homme tombe, tandis que son camarade court se réfugier derrière un mur. Wilbur Barnett reprend sa course folle. Il a toujours son sac sur l'épaule.
La gare, là-bas, c'est sa seule chance. Il n'y a personne aux fenêtres. Les gens n'ont pas entendu les détonations ou alors ont trop peur d'intervenir. De toute façon, dans ce quartier, on n'est pas tellement pressé de porter main forte à la police. Tout en courant, le jeune homme sort son mouchoir et enlève rapidement le cirage de sa figure. Hors d'haleine, il arrive dans la gare. Elle est déserte. Au passage, il se regarde dans une vitre. Le cirage est parti. Il ne devait pas attirer l'attention. D'un pas aussi tranquille qu'il le peut, il arrive sur les quais et retient un cri de joie. Un train de marchandises entre à petite vitesse. D'un bond, il saute sur le plateau d'un dernier wagon. Personne ne l'a vu, et il n'a même pas perdu son butin. Il est sauvé. Longtemps, Wilbur Barnett se laisse bercer par le cahotement des roues. Il va rester quelque temps à Londres, et il reviendra quand tout cela sera calmé. Au poste de police, Downton Road, à Sheffield, c'est l'affolement et le désarroi. On vient d'amener le corps de l'agent Julius Irwin, tué d'une balle dans la tête. Son collègue, qui faisait sa ronde avec lui, n'avait rien pu faire pour arrêter le meurtrier. Il l'avait suivi à distance, l'a vu disparaître du côté de la gare. Puis c'est tout. Le lieutenant de police Horace Falk écoute son récit, le visage blême. En Angleterre, les meurtres de policiers sont extrêmement rares. Ils ne sont jamais armés, et même les truands considèrent comme une lâcheté de tirer sur eux. Aussi, il faut retrouver l'assassin coûte que coûte, le faire avouer et l'envoyer devant les juges où il n'aura aucune illusion à se faire sur le sort qui l'attend. Quelques minutes plus tard, la quasi-totalité des policiers de Sheffield quadrillent le secteur. Les moindres recoins sont systématiquement explorés. Rien. Rien. Le lieutenant Horace Falk, qui dirige les opérations sur le terrain, n'a pas longtemps à attendre. Au bout d'une demi-heure, 2 de ses hommes lui amènent un individu d'une vingtaine d'années. Il est blond, de petite taille, et se débat comme un forcené. « Laissez-moi, je n'ai rien fait, je dormais. » L'un des policemen renseigne son chef. On l'a trouvé dans la gare, dans un hangar de locomotive désaffecté. À côté, il y avait ça. Il exhibe un gros sac de toile à moitié plein. Là-dedans, il y a des vêtements et des boîtes de conserve. Tout ça, c'est volé, bien sûr. Le lieutenant Falk se tourne vers l'homme. « Ton nom ?» Et il dit ça sur un tel ton, avec un tel regard, que le suspect cesse aussitôt de protester et de se débattre. Il répond avec une nuance de crainte. « John Norman. » Âge, 20 ans. Domicile, c'est que tu t'es évadé ? Le jeune homme a l'air à présent complètement terrorisé. Pas de prison, de maison de redressement. Je n'ai rien fait de mal. Le lieutenant crie un ordre. Emmenez-le, on verra ça demain. À peine le suspect a-t-il disparu que le collègue de l'agent tué s'approche du lieutenant. Chef, c'est lui. Il n'a pas plus son maquillage, mais c'est la même démarche, la même allure. Je suis sûr de ne pas me tromper. Le lendemain après-midi, le lieutenant Horace Falk fait venir John Norman dans son bureau. Entre-temps, il a mené son enquête avec tous les moyens dont il disposait, et les résultats sont plus que probants. Ils sont accablants pour le suspect. John Norman est livide en s'asseyant en face du lieutenant. Il tente de protester timidement, mais le policier lui coupe la parole. « Silence, c'est moi qui parle. Tu t'es bien évadé de la maison de correction Saint-Joseph le 21 décembre 1892. Oui, mais silence. Or, comme par hasard, le diable de Sheffield a fait son premier coup juste 10 jours après, le 31 décembre. John Norman ouvre les yeux ronds. Le diable de Sheffield ? Qu'est-ce que c'est que ça, le diable de Sheffield ?
On sent que le lieutenant Falk a fait un gros effort pour garder son calme. « Fais pas l'innocent! On a interrogé tes camarades à Saint-Joseph. Est-ce que tu n'as pas dit à l'un d'eux, les flics sont des ordures, un jour j'en descendrai un ?» Le jeune homme est blême comme un linge. Je ne pensais pas ce que je disais. Le lieutenant tape du poing sur la table. Et tu ne pensais pas non plus à ce que tu faisais hier soir quand tu as tué l'agent Irwin? Où as-tu caché le revolver? John Norman a l'impression de vivre un cauchemar. Je n'ai tué personne. Je n'ai jamais eu de revolver. Le lieutenant Falk continue. Et ce qu'il y a là dans ton sac, ce n'était pas des objets volés? Norman perd complètement pied. Si, mais ce n'était pas ici, à Sheffield, c'était à Manchester. Horace Falk se lève brusquement. Ne te fatigue pas. L'agent qui a fait sa ronde avec la victime t'a reconnu. Je vais le faire entrer. Le lendemain, le Sheffield News annonce, sur toute sa première page, « Le diable de Sheffield arrêté ! L'odieux meurtrier, un voyou échappé d'une maison de redressement, John Norman, a formellement été reconnu par l'agent Smith, le compagnon du policier abattu. Le criminel continue de nier, mais il a été inculpé d'homicide volontaire. » Ce journal, un homme de petite taille, à la figure de gargouille, avec son nez écrasé, ses yeux globuleux et ses lèvres épaisses, le tient en main dans un pub malfamé de Londres. Et, à la surprise des autres consommateurs, il se met à éclater de rire. Son compagnon de table, un marin passablement éméché, se penche vers lui. « Une bonne nouvelle, l'ami ?»« Un peu, oui. »« Allez, à la nôtre. Je sens que je vais faire un petit voyage. Il y a un spectacle que je ne voudrais pas manquer. » Une heure plus tard, Wilbur Barnett colle sa face de gnome sur la vitre du train Londres-Sheffield. Il sourit encore. Lui qui croyait être obligé de se cacher pendant des mois, voilà que ces imbéciles de flics dénichent un coupable à sa place. Les journaux disent que le procès aura lieu dès que possible. Il va bien entendu y assister. Quant au pauvre type qui va être pendu à sa place, c'est triste pour lui, mais c'est la règle du jeu. Car il n'est pas question qu'il se dénonce. Les gens de Sheffield l'appellent le diable. Le diable, c'est pas le bon Dieu, faut pas confondre. 23 septembre 1893. Aux assises de Sheffield s'ouvre le procès de John Norman. L'autorité judiciaire n'a pas perdu de temps. Le meurtre remonte à 4 mois seulement. Dans l'assistance, qui se presse nombreuse au palais de justice de Sheffield, un homme, un seul, sait que John Norman est innocent. C'est Wilbur Barnett, le vrai coupable. Il a fait la queue toute la matinée pour avoir une bonne place. Et il sourit de ses dents noires en dévisageant l'accusé. John Norman est un jeune homme maigre et blond. Il est pâle comme sa chemise. À la demande du président, il raconte sa vie, une histoire courte et désespérante. Famille de mineurs, trop nombreux à la maison, il se retrouve dans la rue, il est enrôlé dans une bande de gamins, c'est la maison de correction dont il s'évade, et puis c'est tout. Mais c'est suffisamment édifiant pour les jurés qui le dévisagent d'un air entendu. Graine de voyou, c'est ça, c'est comme ça qu'on devient assassin. La suite des débats ne fait que confirmer les présomptions contre l'accusé. L'agent Smith le reconnaît formellement. Son camarade de pensionnat surveillé et confirme que c'est bien lui qui a dit « Les flics sont des ordures, un jour j'en descendrai un ». À tout cela, le malheureux Norman, totalement effondré, ne peut que répéter « Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi ». Le réquisitoire est une simple formalité. Le procureur réclame, bien sûr, la peine de mort. Quant à l'avocat, sa plaidoirie manque particulièrement de conviction. Il se contente d'énoncer d'une voix terne des considérations générales sur la grandeur du pardon.
Et le 24 septembre 1893, après seulement 2 jours de débat, le président prononce la sentence que chacun attendait. John Norman, vous êtes condamné à être pendu par le cou jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Dieu ait pitié de votre âme. Personne dans l'assistance n'est ému, surtout pas Wilbur Barnett, qui se promet d'être là pour le dernier acte, le jour du supplice. À cette époque, en Angleterre, les exécutions ne sont pas publiques. Elles sont annoncées par un drapeau noir, qui monte sur le toit de la prison à la minute même de la pendaison. L'exécution de John Norman a été fixée le 18 octobre 1893, sa grâce ayant été rejetée par la reine. Wilbur Barnett fait partie du petit groupe de mauvais garçons et de badauds désœuvrés qui stationnent devant la prison. Il ressent une certaine inquiétude quand même. L'aube va bientôt se lever. Et s'il se produisait un coup de théâtre de dernière minute? Si, en faisant d'ultimes révélations, Norman arrivait à convaincre le procureur de son innocence? Fini pour lui, la sécurité. Il devrait recommencer à se cacher, à trembler. Le jour se lève presque. Wilbur Barnett pousse un cri pendant que quelques personnes autour de lui se signent. Un petit rectangle noir monte lentement jusque sur le toit. John Norman a été pendu. Pour tout le monde, justice a été faite. Si Wilbur Barnett n'avait pas eu la tête sur les épaules, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Et jamais personne ne l'aurait connu, cette histoire. Seulement, en regagnant son logis misérable de Sheffield, Barnett a une idée folle. La condamnation et l'exécution d'un autre à sa place ont dû lui faire penser qu'il était protégé par le destin, qu'il était invincible. Alors, un soir, il recommence. Il se barbouille le visage au cirage noir et le diable de Sheffield va de nouveau sortir de sa tanière. Plusieurs témoins l'aperçoivent. De nouveau, la presse de Sheffield parle du diable de Sheffield, mais pas du tout dans les mêmes termes. Les journalistes osent à peine formuler la question: est-ce que par hasard la justice se serait trompée? Est-ce qu'il s'agirait d'une épouvantable erreur? À la police, on ne partage pas ses craintes. Le lieutenant Horace Falk l'affirme d'une manière péremptoire. N'importe qui peut se barbouiller le visage de cirage noir. Il s'agit d'une mystification, d'un goût odieux, et la police fera tout pour arrêter le coupable. Mais les mois passent, et le diable de Sheffield semble bénéficier d'une chance insolente. Il est aperçu à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il parvient à se glisser entre les mains de la police. 30 octobre 1894. Il y a 1 an que John Norman a été pendu. 2 policiers font une ronde nocturne dans le quartier industriel de Sheffield. Soudain, une ombre s'enfuit à leur approche. Ils se mettent à sa poursuite. Mais cette fois, ils parviennent à rattraper l'homme et à le maîtriser avant qu'il ne puisse faire usage de son revolver. Il a la figure barbouillée de noir. Le lendemain, devant le lieutenant Falk, Wilbur Barnett joue bien entendu la comédie. C'est les journaux qui m'ont donné l'idée de faire comme Norman. Je me suis dit que c'était un bon truc pour ne pas se faire reconnaître. Le lieutenant Falk voudrait le croire. Il le voudrait de toutes ses forces. Seulement, il ne le peut pas. Le revolver de Barnett est du même type que celui qui a tué l'agent Irwin. Et dans sa masure, on a retrouvé une horloge coucou suisse, pièce qui figurait dans la liste des objets volés le jour du crime. Le lieutenant regarde la figure de gnome en face de lui et dit d'une voix étouffée: « Nous aussi, nous avons commis un crime. »